La mode, c'est quand même le secteur le plus important après l'agriculture en Afrique. Wow. Oui, c'est un D'accord. secteur qui emploie énormément Ouais. et c'est un secteur qui, mis en valeur, peut créer une dynamique économique Ouais. imposante. Bonjour, bienvenue dans l'épisode 9 de votre podcast À cœur ouvert. Mon invitée aujourd'hui est une entrepreneure passionnée de textiles africains. Elle embrasse le monde de l'habillement en 2012 et ne l'a jamais quitté depuis. En 2013, elle fonde la marque Lia Mode, une maison de couture dédiée à la création de vêtements tradis modernes, made in Mali, qui ambitionne aujourd'hui de devenir une marque internationale, un label incontournable de la mode africaine et des diasporas, qui porte haut les valeurs africaines. Lia Mode fusionne les textiles maliens, africains et internationaux. J'ai le plaisir de recevoir dans ce studio depuis Bamako Aïssata Ly. Bonjour. Bonjour, Mam. On est très heureux de te recevoir dans le podcast depuis Bamako. Alors, tu es habillée dans une magnifique tenue Lia Mode. Est-ce que tu peux nous la décrire? Eh bien, d'abord, merci, Mam, pour l'invitation. Tout le plaisir est pour moi, justement, d'être dans ton podcast. Je suis habillée en Lia Mode, un peu comme tous les jours. Ouais. Et cette robe, elle est faite en crêpe de soie avec une petite touche de voile design bogolan, comme tu vois. Parce que l'identité, justement, de Lia Mode, c'est cela, c'est affirmer notre africanité dans un style tradi moderne. Voilà. Et le boubou que je porte, c'est un boubou qui est révisité, c'est pas un gros boubou comme tu le vois. Et voilà, c'est Et avec quand une on petite regarde touche le boubou, drapée. justement, c'est vraiment des textiles qui sont assez fluides. Et je pense que la Lia Mode se distingue par des vêtements qui sont assez confortables avec cette touche africaine. Est-ce que pour toi, c'était important que les clientes, justement, se sentent à l'aise quand elles mettent du Lia Mode? Totalement. Parce que tu sais, pour moi, en fait, aujourd'hui, la mode, c'est aussi de se placer dans une optique de permettre aux Africains de s'habiller made in Africa, made in Mali, au quotidien. Ce n'est pas juste une question de faire des vêtements pour des événements, mais pouvoir s'habiller tous les jours avec des créations africaines. Et pour cela, c'est important que ces créations-là soient adaptées d'abord à notre climat, que ces créations soient adaptées aux difficultés du quotidien, parce que les gens bougent, les gens travaillent. Donc, les créations doivent être fluides, doivent être confortables et avec un rapport qualité-prix opportun. Définir cette marque Lia Mode qui signifie, c'est ton nom inversé, Ly Aïssata, c'est bien trouvé. Parle-nous un peu de ton parcours, ton background. Qu'est-ce qui t'emmène vers la mode en 2013? Alors, tu sais, l'entrepreneuriat, pour moi, ce n'est pas venu comme ça. C'est vraiment né d'abord d'une passion, une passion qui a été suivie d'un constat. Et un constat qui m'a conduit à m'engager dans cette voie entrepreneuriale-là. J'adorais dessiner. Petite, je dessinais sur les bancs de l'école, dans mes cahiers. Et en 2012, il y a eu un coup d'État au Mali et la situation économique était assez complexe. On s'en souvient. On s'en souvient. Et je venais de terminer un contrat chez Hyundai dans la concession automobile. Et j'étais sur le point de reprendre mes études pour faire un master en ingénierie commerciale. Il y a eu un temps de vacances où l'université était en vacances, donc moi je m'ennuyais. Les cours n'avaient pas encore repris et j'ai recommencé à dessiner. Et c'est comme ça que j'ai tenu un cahier dans lequel je dessinais et quand j'ai repris les études, eh bien, les camarades, mes amis, ils voyaient ce dessin-là parce que je ramenais le cahier également à l'école. Pendant les pauses et tout, je me mettais à dessiner. Les gens voyaient ces dessins et ils me disaient, mais waouh, mais ça va, c'est joli ça. J'aimerais bien me faire confectionner ça. Ouais. Et petit à petit, je faisais aussi des dessins pour ces camarades-là qui s'en inspiraient pour faire des créations avec leur tailleur. Et donc, j'ai vu que le besoin était là. Ouais. Le besoin était là et je me suis dit, mais pourquoi moi aussi, je ne vais pas me lancer dans cette voie-là et au lieu que ces amis aillent donner
ces tenues à confectionner ailleurs, je peux les confectionner moi-même. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec un tailleur sénégalais que j'avais à l'époque, qui faisait des habits pour moi. Et, Mais pourquoi sénégalais? Les tailleurs sénégalais ont une réputation parce que de bon, bien coudre, malien. oui, j'avoue que les tailleurs sénégalais, ils ont quand même une bonne réputation Ils savent ici. coudre. Hein. Ils savent coudre, les Ivoiriens. Mais les Maliens aussi, hein. Ouais. Même si je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire, notamment dans la professionnalisation de tout ce qu'on fait. Mais voilà, le talent, il est là. Il est là. Donc, c'est comme ça que c'est parti et que Liamode est né. C'est intéressant ce que tu dis parce que quand on parle de mode, tu as parlé du dessin. Est-ce que ça commence par un croquis qu'on fait? Parce que beaucoup de gens sont dans la mode, beaucoup de gens font de la couture, mais on oublie que parfois aussi il y a un savoir-faire. Il faut d'abord visualiser le vêtement avant de le créer finalement. Est-ce qu'il faut savoir dessiner pour faire de la mode? Oui, moi je pense qu'il est important de savoir dessiner. Dessiner, hein. Maintenant, après, moi je n'ai pas fait de formation en tant que telle. D'école de je pense mode. Que, non, je n'en ai pas fait, même si je trouve que c'est important. Ceux qui le font, c'est tout à leur bénéfice. Mais c'est important d'abord de savoir dessiner, de savoir matérialiser déjà ce qu'on a dans la tête. Voilà. Ce que l'on veut que l'artisan, que le tailleur crée, c'est important de savoir le matérialiser. Ça passe par le dessin. Tout commence finalement par une vision. Hein. Même parfois, en tant que consommatrice, on voit un vêtement, on se voit bien dans un vêtement et on s'imagine justement dedans. On se dit, bah, tiens, cette tenue, elle m'irait bien. Exactement. Et c'est un peu moi ce que je ressens pour Liamode parce que je trouve que c'est des vêtements qui s'adaptent bien à la vie de tous les jours. Aïssata, alors justement, tu es passionnée par ces textiles africains. C'est quoi les textiles que tu utilises au quotidien? Parle-nous un peu de ces textiles. On sait qu'il y a le bogolan au Mali, mais il y a aussi d'autres textiles. Alors, on utilise beaucoup de bogolan. Alors, c'est vrai que ce que je porte, c'est un design bogolan, mais imprimé, ce textile, c'est imprimé. C'est pas un textile fait ici. Oui. Et nous, en fait, l'objectif final de Liamode, c'est vraiment de pouvoir utiliser le plus possible de tissus confectionnés ici. De bogolan, le pain tissé, l'adiré aujourd'hui qui vient du Nigeria. L'adiré? L'adiré, c'est un tissu aussi en coton assez flexible et très fluide. Très fluide, oui, assez fluide. Et nous utilisons aussi les pains tissés du Burkina Faso, le Faso d'Anfani. Nous utilisons le pain tissé qui vient de la Côte d'Ivoire ou encore du Togo. Vraiment, la passion pour nous, ça vient de l'histoire qu'il y a derrière ces pains-là. L'histoire qu'il y a derrière ces pains et la façon dont ces pains-là nous caractérisent en tant qu'Africains. Et nous n'utilisons pas que ces tissus, nous utilisons aussi des tissus qui sont importés. Importés parce que pour nous, il faut affirmer son africanité, mais tout en restant enfant de son époque. Notre époque aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est globalisé, nous sommes dans un monde qui est interconnecté, nous sommes dans un monde où les jeunes utilisent énormément le digital et voient comment est-ce que les gens vivent, qu'est-ce que les gens portent ailleurs. Et souvent, ils veulent bien évidemment s'habiller aussi comme ça. Donc, moi, je pense qu'il ne sert à rien de se mettre juste dans une posture de porter que ce que nous confectionnons. Mais aussi de savoir marier, finalement, de savoir marier les textiles du monde avec les textiles que nous faisons ici chez nous. Ouais. Et ces textiles-là, aujourd'hui, ils sont vraiment plébiscités, j'ai envie de dire, même par les marques occidentales qui s'intéressent de plus en plus à nos tissus. On a vu des expositions de stylistes africains à Paris, aux Galeries Lafayette. Exactement. Est-ce que c'est quelque chose pour toi qui est important, aller s'exposer par exemple à l'international, ou c'est d'abord le marché africain pour toi? C'est d'abord le marché africain, mais l'international aussi, parce que la diaspora africaine, elle est là, elle existe et elle contribue énormément au développement du continent. Et cette diaspora-là a aussi ce besoin de pouvoir s'approvisionner en produits made in Africa. C'est important. Aujourd'hui, la mode africaine prend quand même un grand essor et il faut pouvoir tirer profit de cet essor-là.
Alors, Aïssata, il y a évidemment la concurrence, hein. Beaucoup de Bien gens sûr. peuvent avoir la même idée que toi et faire ce tradi moderne-là. Comment tu te distingues des autres créateurs ici au Mali, mais aussi dans la sous-région? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font le tradi moderne en Côte d'Ivoire, au Sénégal, dans d'autres pays. Tu as parlé du Nigeria tout à l'heure. Comment tu te distingues de... Comment tu fais pour donner une vraie identité à l'IA Mode? Alors, tu sais, pour moi, la concurrence, elle est importante. Ouais. La concurrence, ce n'est pas forcément, ce n'est pas qu'un défi. Aujourd'hui, grâce à la concurrence, justement, on essaie de rester dans, dans la compétition, je dirais. Ouais, dans la compétition, c'est ça. Eh bien, on s'améliore. On s'améliore. La concurrence nous permet de nous améliorer. Ouais. Et l'IA Mode, contrairement à beaucoup, parce que je le remarque, hein, les gens qui sont dans la mode, pas tous, hein, mais beaucoup veulent faire des vêtements pour des occasions spéciales. Spéciales, des défilés de mode. Des défilés de mode et tout. C'est pas ton objectif. Non, c'est pas mon objectif. Pour moi, la mode, ce n'est pas qu'un show. La mode, c'est toute une industrie. Mais pourtant, la mode, c'est aussi le show d'abord. C'est aussi le show. Il faut d'abord montrer. Oui, je suis d'accord. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais pour moi, la mode, elle va vraiment au-delà du show. Au-delà de ça, du show. Il y a l'industrie, la création de richesses, la valorisation d'une chaîne qui part de la culture du coton, en passant par la fabrication des fils, des tissus, à la création des industries, donc la création d'emplois, donc la création de richesses pour le pays. Donc moi, je le vois vraiment d'une manière globale. Et contrairement, par exemple, à ceux qui veulent habiller des gens pour les occasions spéciales, nous, ce que nous voulons chez l'IA, c'est habiller les gens tous les jours. Tous les jours. Nous voulons impacter les habitudes vestimentaires du quotidien. OK. Et c'est comme cela, pour moi, que nous pouvons véritablement impacter le développement économique en Afrique et particulièrement au Mali. Ça, c'est une grande ambition et je trouve ça intéressant de voir les choses de manière aussi globale. Quand on sait que, évidemment, la mode, c'est vrai que c'est d'abord le show. On a quand même des événements, les Fashion Week, où on voit des tenues absolument extravagantes. On se demande, mais qui va porter ça? On voit des choses. Mais derrière, tu l'as dit, il y a une industrie, il y a des petites mains. Ici, on fait travailler des artisans. Justement, est-ce que tu travailles avec... Tu as parlé du coton, le tissage du coton. Comment est-ce que tu travailles avec ces artisans-là au quotidien? Comme pour les tissus notamment. Oui, nous utilisons essentiellement le Borolan qui est conçu ici. Et nous travaillons avec des artisans qui sont localisés à Ségou. À Ségou, j'allais dire. Oui. Ségou d'autres qui sont aussi ici à Bamako ou encore à Mopti. Nous travaillons le pain tissé qui est importé soit du Burkina. Nous avons des contacts là-bas qui nous fournissent depuis le Burkina, depuis le Togo, le Bénin également et le Nigeria. La Côte d'Ivoire également. Alors, le Borolan que nous travaillons avec des artisans qui sont vraiment organisés. Hein. C'est des gens qui sont organisés, qui sont dans ce domaine-là depuis assez longtemps. Mais moi, je pense que jusqu'à présent encore, le plein potentiel que ces artisans ont n'est pas encore assez exploité. Parce que quand on parle du coton, par exemple, quand on vous dit que... Alors, c'est les chiffres d'il y a une dizaine d'années, on disait que seulement 2% du coton malien a été transformé. Est-ce qu'aujourd'hui, ce chiffre, il a augmenté? Ce chiffre, il est toujours à ce niveau. On est toujours à un niveau moins de 10% quand même du coton malien. Peut-être les 3%, 2% et plus. Mais on en est toujours là. Et justement, pour moi, c'est ça qui est le scandale. L'Afrique, c'est quand même un continent de plus d'1,5 milliard d'habitants. C'est un continent qui a c'est quand même un marché immense. C'est un marché immense. D'ailleurs, avec la ZLECAf aujourd'hui, je pense que c'est une opportunité extrêmement importante de dynamiser ce marché-là. Et c'est quand même un continent qui a une culture textile variée et très importante. Et pour moi, d'ailleurs, c'est là le scandale. Pourquoi autant d'importations alors que nous avons la possibilité de créer les vêtements ici chez nous
et de les porter. Mais nous n'avons pas les industries. Est-ce que nous n'avons pas, quand je pense au cas du Mali, on avait ces usines Comatex, Batexi, par exemple, qui produisaient quand même du pain malien, à l'époque, qui était d'une très belle qualité. Et aujourd'hui, on importe des Vax. Je suis habillée en Vax, mais c'est des Vax qui viennent d'ailleurs. Et aujourd'hui, on n'a pas ces industries-là, justement, pour transformer le coton. Pourtant, on produit du pain tissé. Est-ce que c'est quoi? Et c'est ça le défi. Qu'est-ce qui fait que on n'arrive pas à transformer à plus grande échelle que ce qui se fait? La vision d'abord. La vision. La vision politique. Le désir pour nous-mêmes Africains de vouloir dynamiser ces secteurs-là. Parce qu'il faut que nous consommions ce que nous produisons. D'accord? Même si nous importons, parce que moi, je ne suis pas totalement réfractaire à l'importation, non. Oui, oui. Mais il faut que nous consommions ce que nous produisons. Et le défi de l'industrialisation, c'est aussi un défi économique. Ouais. Il faut financer cette industrialisation-là. Il y a aussi le défi énergétique qui freine l'industrialisation de nos pays. Donc, tous ces défis-là sont pour moi interconnectés et vont de la vision politique. Ouais. La vision politique, elle est importante pour justement transformer. Et comme tu l'as dit, on importe beaucoup de tissus. On importe de Chine, on importe de Dubaï, qui eux produisent à grande échelle, à moindre coût. Donc finalement, c'est plus facile pour les gens d'aller chercher les tissus chinois pour fabriquer. Justement, il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'on prend des tissus de l'extérieur, on met une touche africaine dessus et on revend sur le marché africain. C'est une stratégie finalement aussi. C'est une stratégie. Pour beaucoup, parce que bon, il faut pas non plus en vouloir aux gens parce que on va se dire la vérité. Hein. La production locale, elle peut être plus chère que l'importation. Parce que justement, l'infrastructure n'est pas là. Pour pouvoir vendre à un certain coût, il faut que la production soit élevée. C'est ça. D'accord? Donc, en Chine, ils peuvent se permettre de donner certains prix. Et ici, chez nous, c'est ce que je dis souvent, on a plus de businessmen que d'entrepreneurs. Que d'entrepreneurs, oui. Ouais. Et l'entrepreneur, c'est une vraie vision, Aïssata. Tu as fait partie récemment d'un programme de la fondation Azalai. Azalai Pitch, qui permet justement à des entrepreneurs de s'élever, de construire et de grandir leur business. Est-ce que tu peux nous parler de ce programme Azalai Pitch? Alors, Azalai Pitch, c'est un programme de mentorat qui m'a vraiment permis d'être au contact de plusieurs autres femmes entrepreneurs d'Afrique. C'était au-delà vraiment du Mali et d'Afrique de l'Ouest essentiellement. Et ce programme nous a permis de nous mettre justement dans un environnement qui a été bénéfique pour moi, pour la vision de l'IAMOD et surtout pour la confiance renouvelée en ce projet-là. Oui, c'est ce que je disais la dernière fois, Bailey Fatimata, qui d'ailleurs est à la base de cette initiative-là. Je l'en félicite d'ailleurs. Et on a eu la chance d'avoir un accompagnement de plusieurs coachs. On a eu la chance de révisiter la vision de nos entreprises, mais aussi et surtout à la fin de ce programme, l'IAMOD a eu la chance d'avoir des partenariats. Des partenariats. Investisseurs? Un investisseur et c'est en cours. C'est en cours. C'est pas encore. C'est trouver des gens qui injectent dans le business en fait pour pouvoir faire injecter. Oui, et sinon le partenariat est quand même officiel avec Azalai puisque nous exposons et nous vendons dans une boutique Azalai Bamako. D'accord. Alors 10 ans après, on est en 2026. Tu as créé la marque en 2013, formalisée en 2016. Est-ce que tu dirais que ces 10 ans ont été la marque a grandi ou il reste encore beaucoup à faire pour imposer l'IAMOD? Il reste beaucoup à faire. Mais je dis souvent que ces 10 ans, c'était une école d'abord pour moi. Parce que je devais connaître ce secteur-là. Je ne connaissais pas le secteur.
je devais me faire une place, travailler sur la cible, notre clientèle cible. Et ce travail a été fait. Je pense que ces 10 ans m'ont vraiment permis de d'aiguiser la vision de l'IA Mode. Et aujourd'hui, justement, je sais où est-ce que l'IA va. En tant que marque de vêtements, je sais comment est-ce que, quelle stratégie de communication nous devons aujourd'hui déployer. Je sais où est-ce que nous devons être. Je sais comment est-ce que nous devons faire pour justement pour que nos produits soient aux normes internationales et puissent concurrencer avec des produits qui viennent d'Asie, qui viennent d'Europe ou des États-Unis. D'accord. Donc, tu maîtrises maintenant la chaîne de production. Je pense, oui. Et donc, il y a une boutique ici à Bamako. Il y a une boutique à Bamako et une seconde qui est en construction. En construction, ouais. Oui, et l'objectif, c'est bien évidemment d'avoir une présence physique dans la sous-région. Dans la sous-région, D'abord, oui, dans la sous-région et ensuite vers d'autres pays d'Afrique, peut-être en collaboration avec des marketplaces ou des hôtels. Et après, l'Europe, les États-Unis. Oui. En tout cas, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Alors, Aïssata, on va maintenant parler de ton autre casquette, parce que tu n'es pas qu'une créatrice de mode, hein. Et je pense qu'elle va de pair avec ton parcours entrepreneurial. Tu es très engagée sur le plan citoyen, militant, notamment à travers plusieurs organisations de jeunes, de groupes de réflexion. Tu as occupé la fonction de chargée de mission jeunesse, genre, valeurs et coutumes africaines au sein de l'Union africaine professionnelle ZLECAf. On a parlé de la ZLECAf tout à l'heure. Tu as milité en tant qu'activiste pour une meilleure représentativité des femmes et des jeunes dans les instances décisionnelles, parce que tu es convaincu que l'avenir du continent repose sur une gouvernance inclusive et équitable. La gouvernance, pour toi aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle doit être dans le contexte actuel du Mali, du Sahel? La gouvernance, elle doit être d'abord inclusive. Il faut qu'elle parle à tous. Et je pense que c'est... Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que tu as une forte présence sur les réseaux sociaux. Suivez Aïssata Ali. Et elle a un regard sur pas mal de questions politiques, des questions... Enfin, je suis une citoyenne qui se sent concernée. Qui se sent concernée par ce qui se passe. Et d'ailleurs, je pense qu'un entrepreneur, c'est par essence une personne qui est engagée auprès de la communauté, qui se sent concernée par l'évolution de son pays. Tout à fait. Sans quoi, je pense qu'il est compliqué d'être entrepreneur. Plus facile d'être businessman ou businesswoman. En gros, il faut comprendre les décideurs, hein. Il faut savoir ce qui se fait sur le plan politique. Exactement. Parce que comme je te le disais, hein, la vie d'une nation, tout dans la vie d'une nation, pour moi, est une question politique d'abord. Partant du prix de la panier de la ménagère, en passant par le prix du pain, en passant par le prix de ce wax que tu portes. Ou du carburant, de l'essence qu'on met dans la voiture. Ou de l'énergie. Exactement. Donc, tout est une question, tout est une question de vision politique. De vision. Donc, de gouvernance. Et pour que la gouvernance soit inclusive, qu'elle soit démocratique et qu'elle parle à tous, il faut s'impliquer. Et pourquoi est-ce que je me suis vraiment engagée dans ce militantisme? Tu sais, j'ai embrassé la sphère politique en 2011-2012. Et j'ai même travaillé dedans au Centre d'études stratégiques du parti politique ADM, qui existait en ce temps-là. Et après, j'ai décroché, parce que nous avons quand même élu un président démocratiquement, et le président Feu Ibrahim Boubacar Keïta. Et pour moi, c'était vraiment une période qui devait mener les Maliens à embrasser une démocratie qui allait être bénéfique à tous. Il faut que cette sphère-là que l'engagement dans cette sphère soit fait sur une base vraiment de volonté
de faire changer les choses. De résultats, finalement, de redevabilité. De résultats, de redevabilité, de Ouais. développement, de paix, de cohésion sociale. Et en 2020, j'ai donc vraiment affirmé ce militantisme-là et j'ai commencé à faire partie de différents groupes de réflexion, d'organisations de jeunes engagés, ou d'anciens partis politiques qui n'existent plus malheureusement. Et en 2022, j'ai fait un voyage qui m'a profondément bouleversée. J'ai été à Ménaka, au nord du Mali. Au nord du Mali, oui. Et j'ai vu les conditions de vie des gens. Ouais. J'ai rencontré beaucoup de personnes. J'ai parlé avec beaucoup de personnes, que ce soit à Ménaka, que ce soit à travers le digital, les spaces, notamment les spaces sur X m'ont permis espaces de discussion. Exactement. Ça m'a permis de comprendre énormément de choses, de voir les choses de plusieurs manières. Et ce voyage, j'ai vu des enfants, je me rappelle de cette petite fille, Mahania, je me rappellerai toujours de son nom. Et je me suis dit que je vais m'engager pour que justement ces enfants-là aient à vivre dans un environnement sain, dans un environnement loin des conflits, dans un environnement où ils auront les mêmes opportunités que nos enfants à Bamako, que nos enfants dans d'autres régions qui bénéficient quand même des richesses du pays. Parce que finalement, chaque région du Mali, pour moi, est une partie de moi. Oui. Effectivement. Et tu l'as dit, tu as parlé de cette gouvernance qui justement doit produire des résultats. Et l'une des choses finalement qui a poussé les jeunes un peu à soutenir les régimes militaires, on est dans l'AES, le Niger, le Mali, le Burkina Faso, c'est qu'il n'y a pas eu finalement de résultats et que ce qui a créé un désaveu finalement des formations politiques, des partis politiques au Mali qui aujourd'hui, des hommes politiques tout simplement, on s'est dit il n'y a pas de résultats. Ce qui pousse aujourd'hui les jeunes à soutenir l'option militaire finalement. Non, mais le constat est clair et d'ailleurs moi je partage cet avis-là. La démocratie, ce n'est pas le système en tant que tel que je pointe du doigt, mais les acteurs de la démocratie n'ont pas toujours été les acteurs à la hauteur des attentes des Maliens. Et cela justifie qu'aujourd'hui, beaucoup de Maliens, en 2020, ont cru en ce nouvel ordre qui était en train de s'imposer. Et encore aujourd'hui, énormément soutiennent. Même si moi, au départ, j'y ai cru et que depuis un moment, quand même depuis 3 ans, j'ai compris que la gouvernance, quelle qu'elle soit, elle doit être démocratique. Elle doit être démocratique finalement. Elle doit être démocratique, elle doit être démocratique. Ce n'est pas par les armes que nous arriverons à imposer la paix, que nous arriverons à atteindre la paix, parce que la paix elle ne s'impose pas, que nous arriverons à créer une gouvernance dans laquelle tout le monde se reconnaît. Il faut aujourd'hui que cette jeunesse du Sahel prenne conscience du fait que l'inclusion, du fait que le dialogue, du fait que la croissance économique, d'abord, sont des prérogatives et que il n'y a pas de développement, il n'y a pas de paix sans cela. Sans cela, oui. Et est-ce à dire que quand on voit la situation de ces pays du Sahel, l'AES à elle toute seule qui compte quand même plus de 70 millions de personnes, les défis sont immenses. Aïssata, il y a le défi économique, tu l'as mentionné, il y a aujourd'hui le défi énergétique, il y a le défi sécuritaire. Tout à fait. On est vraiment dans une mouvance où le sécuritaire prend le pas sur énormément de choses. Or, l'économie est essentielle pour les pays. Bien évidemment, malgré quand même l'implication de nos forces armées que je salue de passage, il faut comprendre que la sécurité est aussi une question économique. C'est une question économique. C'est une question économique pour moi. Pour moi, les injustices sociales, le manque de développement, le manque d'implication de certains acteurs de gouvernance
Et le manque d'inclusion justement de tous les Maliens dans cette gouvernance-là ont conduit à cet échec que nous vivons aujourd'hui. Mais pour avoir la sécurité, ce n'est pas que par les armes que nous pourrons avoir la sécurité. La sécurité passe par la croissance économique. La croissance économique. C'est intrinsèquement lié. Parce que lorsque l'on regarde tous ces jeunes aujourd'hui qui fuient le Sahel, ou tous ces jeunes qui s'engagent dans une voie qui ne... La migration. Oui, la migration, mais aussi qui s'engagent dans certaines voies qui sont quand même... C'est quand même dommage de le dire, qui rejoignent des organisations qui contribuent à briser justement la paix dans notre pays. Souvent, lorsque l'on regarde au fond, c'est aussi une question économique. C'est une question économique, c'est une question de perspective finalement. Alors Aïssata, comment est-ce que tu vois le Mali dans 5-10 ans? Comment toi tu t'inscris en tant que entrepreneur, en tant que militante, citoyenne, passionnée des questions de gouvernance dans ce Mali-là? Comment tu le vois dans 5-10 ans? Tu sais, maman, je suis une afro-optimiste. Et oui, malgré que... Il faut. Certains le disent, hein, malgré le fait que je me plains beaucoup. Il y en a qui me disent, mais tu te plains, mais je me plains beaucoup sur les réseaux. Exactement, malgré le fait que je me plains beaucoup parce que souvent, il y a des choses qui se passent. Je pense que tu es l'une des voix qui s'expriment à l'heure où beaucoup de voix se taisent. Ou sont un peu basses. La voix d'Aïssata, elle résonne. Et parce que pour moi, en fait, c'est important. C'est important. Un pays ne peut pas être dirigé sans qu'on ne prête oreille à ce que la population dit, à ce que la population vit, à ce que la population ressent. Donc, cette voix, elle continuera à résonner, Inch'Allah, je le souhaite. Et cette voix va continuer à pointer du doigt ce qui ne va pas, selon moi. Et quand je dis que je suis une afro-optimiste, même, c'est pour te dire que je crois au fait que le Mali, le Burkina, le Niger et tous les pays d'Afrique sont capables de se relever des problèmes qu'ils vivent aujourd'hui. Dans 5 ans, c'est peut-être trop juste, mais dans 10 ans, si on s'y met et qu'on travaille véritablement d'abord à réconcilier ce peuple-là, parce que pour moi, ça va partir de là. De la réconciliation. De la réconciliation, ça va partir de là. C'est ça. Que plus de personnes se fassent entendre et que les gouvernants dans ces pays-là acceptent justement la critique objective. Que nos dirigeants acceptent d'écouter ce peuple sans voir en ce peuple un adversaire ou une contrainte. Je pense que dans 10 ans, c'est possible de travailler sur la paix, sur l'économie, sur la sécurité, sur le visage même de nos pays, l'esthétique de nos pays. C'est totalement possible. Maintenant, moi, dans la dynamique entrepreneuriale, je me pose justement là, parce que je pense que chacun doit y mettre du sien. Et moi, j'ai choisi cette voie-là. Et j'irai jusqu'au bout. Parce que pour moi, l'IA, c'est aussi une opportunité économique pour le Mali. C'est ça. Mais aussi pour l'Afrique. Et je ferai vraiment l'essentiel pour justement arriver à réaliser totalement cette vision, ces objectifs que j'ai de cette entreprise, les créations d'emplois que j'ai envie d'y faire, l'industrialisation de l'entreprise dont j'ai l'objectif, aussi la création de richesses, mais aussi ces artisans-là. Je me rappelle un jour, j'ai dit à un artisan que je l'ai regardé comme ça et je lui ai dit, mais toi, tu sais pas en fait, mais en réalité, toi, tu es un multimillionnaire. Parce que ce que tu as, ce que tu fais, voilà, un multimillionnaire qui s'ignore. Qui s'ignore, Parce que ce qu'il fait est exceptionnel, extraordinaire. Moi, j'ai eu à porter des vêtements faits à base de bogolan dans des pays. Et j'ai vu comment est-ce que ça a attiré les gens. Et donc,
c'est inexplicable en fait le fait que ces artisans, ces cultivateurs qui cultivent le coton ici chez nous, ces tailleurs, ces professionnels de ce secteur-là, soient encore dans des conditions artisanal finalement et pas à un niveau plus professionnel. Exactement. Effectivement. Et bien évidemment, il faut de l'investissement dans ces secteurs et de l'investissement à la hauteur de la vision que nous avons. Donc, dans 10 ans, même si on s'y met... L'IA-Mode sera partout. L'IA-Mode sera partout. Et si on s'y met, le Mali, c'est possible de sortir le Mali de tous ces problèmes-là. De tous ces problèmes. Et de voir un autre visage du Mali. Et nous avons vu à travers d'autres pays qui sont la Côte d'Ivoire, nous avons vu des pays en crise qui se sont relevés. C'est possible. C'est possible. Et effectivement, c'est le message qu'on a envie de porter. Tu pourrais être une véritable ambassadrice finalement de ce Mali parce qu'aujourd'hui, c'est une diplomatie culturelle. Imposer ce pays-là sur la scène internationale à travers l'entrepreneuriat. La mode, c'est important parce que c'est le Mali qui s'exporte à l'extérieur et c'est bon pour l'image également du pays. En tout cas, c'est tout le mal qu'on te souhaite, Aïssata, à travers l'IA-Mode. Merci de nous avoir éclairé sur ton parcours dans cet épisode d'À Cœur Ouvert. Merci à toi, Mam. Et surtout, il faut retenir que la mode, c'est quand même le secteur le plus important après l'agriculture en Afrique. Wow. Oui, c'est un secteur qui emploie énormément et c'est un secteur qui, mis en valeur, peut créer une dynamique économique imposante. Imposante. La mode, un secteur porteur, créateur de richesses et pourvoyeur d'emplois. C'est le message qu'on va retenir de ce podcast avec Aïssata Ly, fondatrice de la marque l'IA-Mode. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche et on se retrouve très bientôt avec un nouvel invité. Merci.